Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser les données. Tu me fais honte. Indiana Jones a une entreprise de collecte de trésors. Il a plusieurs employés, c'est-à-dire plusieurs explorateurs. Et ce qu'il cherche maintenant, c'est d'étudier, d'explorer les données de ces dernières années, de ces collectes de trésors, pour identifier d'une part les trésors qui contribuent le plus au chiffre d'affaires de l'entreprise, et les explorateurs qui sont le plus productifs, c'est-à-dire qui ramènent les trésors qui se vendent le mieux. Alors l'exploration des données, ça paraît pas comme ça, mais c'est une étape qui peut te faire gagner beaucoup de temps par la suite. Alors c'est sûr, il faut accepter de perdre du temps sur le moment, mais je t'assure, c'est un bon investissement. Alors, vous ne me croyez pas? Un simple oui suffira. C'est pas l'étape la plus marrante, c'est un peu frustrant parce que tu vas pas avoir les réponses à tes questions tout de suite, tu vas pas savoir ce qui est significatif ou non, mais ça te permet de vérifier les problèmes et d'anticiper de qu'est-ce qui peut créer des biais dans les analyses que tu vas faire. Si je te fais faire de l'exploration de données ici, c'est pour ensuite les utiliser dans un modèle statistique, comme une régression, une ANOVA, une ANCOVA, etc. Pour que ton exploration de données soit efficace, voici les étapes à ne pas manquer. L'évaluation de l'effort d'échantillonnage, la recherche de données extrêmes, la recherche de collinéarité potentielle, l'étude des relations. Nous allons employer, comment vous dites déjà, la bonne vieille méthode. Petit aparté vocabulaire, la variable que tu veux étudier, ta target, ton objectif, ça s'appelle la variable réponse. Il y a aussi les variables explicatives, ce sont les variables qui te permettent d'étudier ta variable réponse. Dit autrement, tu étudies une variable réponse en fonction de variables explicatives. Voici la structure des données que possède Indiana Jones. Au passage, ces données ont été générées par ChatGPT. En ligne, tu as les explorateurs. En colonne, tu as un certain nombre de variables qui caractérisent à la fois les explorateurs et leurs expéditions. Tu as l'âge des explorateurs, leur genre, leur profession. Tu as également la zone géographique de l'expédition, le trésor qu'ils ont récupéré pendant l'expédition, le poids de ce trésor, ainsi que le prix vendu de ce trésor. En tout cas, c'est ce que ChatGPT avait généré. Je dois t'avouer que j'ai ajouté une certaine touche personnelle pour cette histoire. On va donc s'intéresser à une autre colonne, la colonne prix 2. C'est parti pour l'exploration des données! La première étape est l'évaluation de l'effort d'échantillonnage. Au cours de cette étape, l'objectif, ça va être de déterminer le nombre de données que tu as par modalité de variables explicatives qualitatives. Donc l'objectif, c'est de savoir si tu as assez de données un peu partout, par modalité, donc dans ce cas-là, c'est équilibré, ou au contraire, il te manque quelques modalités, ou tu as des modalités où il n'y en a pas beaucoup, auquel cas tu as un échantillonnage déséquilibré. Pour cela, tu vas utiliser la fonction table qui te renvoie le nombre de données par modalité. Ici, par exemple, l'entreprise d'Indiana Jones a récupéré 12 colliers de diamants, 17 miroirs magiques et 21 statues d'or. Concernant l'effort d'échantillonnage de la variable trésor, on remarque un certain déséquilibre. On a presque 2 fois plus de statues d'or que de colliers en diamant. Alors c'est pas pour autant qu'il faut tout mettre à la poubelle, que tu ne peux rien faire. Il faut simplement être conscient de ce déséquilibre parce que potentiellement tu rencontreras des difficultés quand tu feras tourner les modèles. Si jamais c'est vraiment trop déséquilibré, c'est peut-être le moment d'opérer à certains regroupements. Par exemple, dans le cadre de type de trésor, dans un autre jeu de données, peut-être que tu auras des colliers en diamant et des bagues en émeraude. Si tu n'as pas assez de données pour chacune de ces catégories, peut-être que tu peux les regrouper sous le label bijoux. Regrouper des catégories ou au contraire les séparer des données dans une certaine catégorie peut te permettre de rééquilibrer ton échantillonnage. Par contre, prends garde, fais des regroupements qui ont du sens. Parce que c'est sûr que si tu mélanges n'importe quoi, tu vas te retrouver avec du n'importe quoi. Comme disait mon directeur de thèse, si t'as plein de couleurs, que tu les mélanges et que ça donne du marron, après t'as beau mélanger n'importe quoi, rajouter des couleurs, ça restera marron. Donc l'idée, peut-être, c'est d'éviter de mélanger certaines couleurs, d'accepter de laisser certaines couleurs de côté, autrement dit de laisser certaines catégories, certaines données quand c'est pertinent. En regardant les autres variables, on retrouve un peu de déséquilibre. On a notamment moins d'archéologues que d'autres professions. La deuxième étape concerne la recherche de données extrêmes. Alors, une donnée extrême, c'est quoi? Voulez-vous vraiment le savoir? Ce sont des observations qui sont soit très grandes relativement ou très petites relativement. Le problème des données extrêmes, c'est qu'elles peuvent dominer les analyses. Elles peuvent influencer très fortement le modèle statistique. L'objectif des statistiques, c'est de conclure sur du général.
Si tu finis par conclure sur quelques observations particulières, c'est qu'il y a un problème. Comment identifier les données extrêmes potentielles? Les données extrêmes, tu peux les repérer sur une dimension, c'est-à-dire une variable. Pour cela, tu peux faire un boxplot. Si tu ne sais plus à quoi correspond la boîte à moustaches, je t'encourage à regarder la vidéo sur Mercredi Adams. Ici, pas de point en dehors des moustaches, donc pas de données extrêmes. On peut y aller, il n'y a rien à craindre ici. Par contre, si on avait eu cette configuration-là, on aurait pu supposer la présence de données extrêmes. Sache que tu peux étudier aussi les données extrêmes sur deux dimensions, c'est-à-dire en considérant deux variables à la fois. Là encore, tu peux faire des boxplots. Tu peux enfin rechercher les données extrêmes sur plusieurs variables à la fois en faisant par exemple une ACP. Ici, le nuage de points de l'ACP est plutôt bien éclaté, il n'y a pas, a priori, de données extrêmes. Si jamais tu as des données extrêmes, que peux-tu faire? Tu peux ne rien faire, ça peut fonctionner ou ça peut mener à un désastre. Tu peux t'en débarrasser, cependant fais attention à la transparence, tu es censé le préciser normalement dans un article scientifique. Le problème, c'est que parfois les données extrêmes, c'est justement ce qui t'intéressait. Ça fait partie du phénomène que tu étudies. Dans ce cas, ce que je te conseille, c'est finalement de faire les analyses en deux fois, avec et sans les données extrêmes, et finalement de venir confronter les résultats. À la suite des analyses, est-ce que tu en viens à raconter la même histoire dans les deux cas? Auquel cas, tu peux garder les données extrêmes, puisque ça n'influence pas vraiment la finalité. Au contraire, est-ce que tu racontes des histoires différentes? Dans ce cas, peut-être que ça vaut le coup d'en discuter. Pour gérer les données extrêmes, certaines personnes utilisent des transformations. Donc ça veut dire qu'ils vont transformer leurs variables avec un logarithme par exemple. Le problème des transformations, c'est que ça a tendance à dénaturer les données. C'est pas toujours une bonne idée. Touche à rien surtout. La troisième étape concerne la recherche de collinéarité potentielle. Qu'est-ce que la collinéarité? C'est quand dans un modèle, une variable est très corrélée à une autre ou qu'une variable est très corrélée à une combinaison linéaire des autres. Est-ce un problème? Oui, parce que les coefficients et les variances peuvent changer drastiquement. Pour comprendre un peu ce qui se passe, voici un schéma. La patate verte correspond à la variable réponse, la patate rose correspond à une variable explicative x1, la zone hachurée correspond au recouvrement de x1 sur y. Donc quelque part l'effet de la variable explicative x1 sur la variable réponse y. Quand il y a peu de recouvrement, ça veut dire que la variable explicative explique quelque part peu la variable réponse. Au contraire, quand il y a beaucoup de recouvrement, alors on peut supposer que la variable explicative x1 explique beaucoup la variable réponse y. Les embrouilles arrivent lorsqu'une seconde variable explicative est considérée et que cette variable explicative est liée à la première. C'est un peu comme si cette seconde variable faisait de l'ombre à la première. La conséquence, c'est que la zone de chevauchement entre la première variable explicative et la variable réponse est plus restreint. Statistiquement, l'effet de la première variable explicative est amoindri. Dans certains cas, on peut avoir une perte de significativité. C'est un petit peu comme si toutes les variables parlaient en même temps. Ça crée un espèce de brouhaha et ça fait qu'on n'entend plus ce que chaque variable a à dire. Dommage. Ceci a tendance à augmenter la valeur des erreurs standards, ce qui a tendance à gonfler les p-values. On parle d'inflated p-values. Dans un tel cas, on sera amené à ne pas considérer toutes les variables dans le modèle, mais justement à en sélectionner certaines. Par contre, pas de panique, l'avantage, c'est comme elles étaient liées, finalement, conclure sur l'une, c'est un petit peu conclure sur l'autre. Et ça, tu peux revenir là-dessus en discussion. Maintenant, concrètement, comment repérer un problème de collinéarité? En fait, on va avoir différentes cas de figure suivant la nature des variables explicatives considérées. Suivant que les deux variables explicatives soient quantitatives, suivant que les deux variables explicatives soient qualitatives, ou au contraire qu'on ait une variable quantitative et une variable qualitative. Pour évaluer la collinéarité entre deux variables explicatives quantitatives, on va envisager des corrélations. Si tu en as beaucoup, des variables explicatives quantitatives, tu peux visualiser une matrice des corrélations. Bon, ici on n'en a que deux, mais je vous montre quand même la matrice de corrélation. Sur la diagonale, on a la corrélation de chaque variable à elle-même. On a donc forcément une corrélation de 1. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en dehors de la diagonale. Ici, l'âge et le poids, d'après l'échelle, sont peu corrélés, de l'ordre de moins 0,2. On peut donc les inclure toutes les deux dans le modèle. Note, on considère des corrélations trop fortes au-delà de 0,8 en valeur absolue et intermédiaires entre 0,5 et 0,7 en valeur absolue. Fais cependant attention aux données extrêmes qui peuvent influencer le coefficient de corrélation, d'où l'idée de gérer les données extrêmes comme première étape.
Pour évaluer la collinarité entre deux variables explicatives qualitatives, tu peux utiliser la fonction table, justement avec ces deux variables-là. L'objectif, ça va être de repérer des zéros ou alors des catégories des croisements de variables où tu aurais très peu de données par rapport aux autres croisements de variables. Dans ce cas de figure, si tu as un 0, ça veut dire que si tu es dans une modalité, quelque part tu es un petit peu forcément dans l'autre. Si on se retrouvait dans la configuration suivante, c'est-à-dire avec aucune femme historienne, quand on sera amené à conclure sur les historiens, on ne sera pas capable de préciser si c'est un effet lié à la profession d'historien ou si c'est le fait que ce sont que des hommes. On est incapable de séparer les deux effets. Dans ce cas de figure, on sera peut-être amené à n'utiliser qu'une seule variable. Dans le jeu de données présent, il n'y a rien de dramatique a priori. C'est bien ce qui me fait peur. Enfin, pour évaluer la collinarité entre une variable quantitative et une variable qualitative, on va visualiser des boîtes à moustaches. Si on se retrouve avec peu de décalage, ça peut vouloir dire qu'il y a peu de collinarité. Par contre, si on se retrouve avec plus de décalage, là, on a plus d'arguments pour supposer de la collinarité. Par exemple, si on se retrouve dans cette situation-là, à savoir peu de femmes exploratrices plus matures, on peut s'attendre à de la collinarité. Parce que dans ce cas-là, on peut finir avec des conclusions du style « plus les explorateurs sont âgés, plus », mais on ne sera pas capable de déduire si c'est un effet de l'âge ou encore une fois si c'est spécifique aux hommes. Parce que chez les explorateurs, c'est peut-être un peu comme à Hollywood, à partir d'un certain âge, les femmes semblent être périmées. Ouais, peut-être pas qu'à Hollywood d'ailleurs. Bon ok, j'arrête. On sera donc amené sans doute encore une fois à faire un choix de variables étant donné qu'on ne peut pas séparer les deux effets. Ici ça va, on n'a pas de décalage trop marqué. Remarque importante, ici on ne considère que les variables explicatives. On ne considère pas la variable réponse, par contre cette dernière va intervenir dans l'étape ultime. La dernière étape est celle de l'étude des relations. Au cours de cette étape, l'objectif est de regarder si les variables explicatives qu'on a considérées ont des chances d'être liées à la variable réponse. En gros, on va un peu se spoiler. On va regarder les résultats auxquels on s'attend à la sortie des modèles statistiques. L'idée, c'est que si tu fais un modèle et que tu tombes sur des conclusions qui n'ont rien à voir avec ta visualisation, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Si la variable explicative est quantitative, alors on va envisager un graphique en nuage de points. Si au contraire la variable explicative est qualitative, dans ce cas-là, on va envisager un graphique en boîte à moustaches. Ici, on peut supposer l'existence d'une relation entre le prix du trésor et son poids. Plus précisément, plus les trésors sont lourds, plus ils devraient se vendre cher. Il ne semble cependant pas exister de lien entre le prix du trésor et l'âge de son découvreur. Ici, on peut s'attendre à un effet du genre. Les femmes semblent récolter des trésors qui se vendent plus cher. On peut s'attendre également à un effet de la profession, avec les historiens qui semblent galérer davantage à ramener des trésors qui seront plus rentables. Il a choisi bien mal. Les autres résultats semblent davantage modérés. Dernière petite remarque, à cette étape, tu peux aussi faire des graphes qui vont montrer des interactions si ça correspond aux hypothèses de ton étude. En conclusion de cette exploration de données, finalement on a montré peu d'éléments problématiques, à part des échantillonnages qui ne sont pas toujours équilibrés. Fie-toi à moi. De cette exploration, on s'attend par la suite, c'est-à-dire quand on va effectuer des statistiques, à trouver les résultats suivants. À savoir un chiffre d'affaires plus grand quand on a des trésors qui sont plus lourds, parce que liés à des prix qui sont eux-mêmes plus importants. En termes de recrutement, il semble qu'il faut privilégier les femmes et éviter les historiens. À vérifier cependant encore une fois avec les statistiques. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je crois pas qu'il prévoit autant à l'avance. Remarque ici, je n'ai pas abordé la vérification de l'hypothèse de normalité ou d'homocédasticité. En fait, c'est des hypothèses dans la logique d'un modèle qui s'effectuent après que le modèle est tourné, parce que c'est quelque chose qu'on va vérifier sur les résidus. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. On va laisser le mot de la fin à Henry Jones. L'archéologie est la recherche de faits, pas de vérité. Si c'est la vérité que vous recherchez, le cours de philosophie du Dr Tyree est juste au bout du couloir. Les statistiques sont proches de l'archéologie visiblement. On recherche des indices, des tendances, des facteurs significatifs pour modéliser un système et mieux le comprendre. Je suis un scientifique. À garder en tête, comme le disait George Box, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Adios, señor. Ta-ta-da-tan, ta-ta-dan.